Bonsoir à tous. Alors, je suis vraiment contente d'être là parce que habituellement, je m'adresse à des avocats. Et comme en tant que bâtonnière, j'ai le pouvoir des poursuites disciplinaires, en général, ils sont là contraints et forcés. Et on m'a dit que ce soir, vous étiez tous là de votre propre chef. Et donc, ça fait plaisir de parler à des gens qui sont là volontairement. Non, mais sans rire. En fait, ce type de conférences et la manière dont elles sont pensées, organisées, mais c'est vraiment précieux pour le barreau, puisque c'est un lieu de rencontre, de discussion, un laboratoire d'essais et surtout un lieu de progression des idées. Et donc vraiment, voilà, le barreau se réjouit de ce partenariat qui est noué avec le Collège de Belgique de l'Académie royale et de pouvoir discuter en vérité de la justice avec vous. Alors la conférence de ce soir, elle a pour thème « Les modes amiables de règlement des conflits, justice privée ou alternative à une justice étatique défaillante ». Alors, en matière de communication, il paraît qu'un titre de conférence posé sous la forme interrogative attire davantage le chaland. Et à vous voir tous ce soir, je me dis qu'on ne va pas faire démentir la règle. Mais surtout, on avait voulu avoir un titre un peu provoque que je voudrais quand même un peu critiquer. Je vous avoue que ce titre, je l'avais choisi moi-même. Mais je critique quand même, et tout est toujours bon de passer à la critique positive ou négative. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce titre oppose les modes amiables du règlement de conflit à la justice étatique. Comme s'il y avait la justice d'un côté, les modes amiables de l'autre. On verra ce qu'en pensent nos orateurs, mais est-ce qu'il faut vraiment tourner le dos à la justice étatique en partant d'un postulat d'échec ? C'est finalement la question qui leur est posée. Est-ce que finalement, par cette question, on viendrait critiquer la qualité des décisions de justice, la rapidité avec laquelle elles sont rendues ? En réalité, il y a assez peu de critiques sur la qualité des décisions qui sont prononcées, même si je vous l'accorde, celui ou celle qui perd est rarement ravi de la décision prononcée. Mais en fait, les critiques, elles fusent souvent sur le temps judiciaire qui nous semble souvent, décidément, trop long. On voudrait tous que la justice puisse être rendue, en tout cas en temps opportun. Mais soyons de bon compte. D'une part, une décision qui serait prise rapidement permet rarement une prise de décision nécessaire à la réflexion raisonnée et dépassionnée qu'impose la résolution des litiges. Une justice qui serait trop rapide serait-elle vraiment une justice qui remplit son rôle ? D'autre part, il faut quand même arrêter de fustiger les performances professionnelles de l'ensemble des acteurs de justice, qu'il s'agisse des magistrats, greffiers, avocats, policiers, enquêteurs ou que sais-je, parce que prétendument, tous ces acteurs de justice prendraient trop de temps pour exercer leur mission, comme si c'était là l'épicentre du problème. En fait, le véritable défi, il réside avant tout à notre capacité à conscientiser l'ensemble des citoyens sur les bienfaits d'une justice de qualité, qu'elle soit pénale ou civile, afin d'évoluer tous ensemble dans un état de droit digne de ce nom, qui respecte les individus tout autant que l'intérêt collectif. Une fois cette étape franchie, alors seulement les partis politiques n'auront plus peur de se présenter devant les urnes avec un programme comprenant un plan de refinancement ambitieux pour notre justice, afin de disposer des moyens humains et financiers nécessaires à la préservation de l'état de droit et du vivre ensemble. Alors on a tous compris à travers ce titre qui se voulait un peu provocateur qu'un des risques encourus en délaissant la justice étatique pourrait être de pousser les citoyens dans les bras d'une justice privée qui, dans le meilleur des cas, est réglementée et ou amiable. Après avoir dit ça, encore faut-il remettre le travail sur le métier, se demander si notre conception traditionnelle et régalienne de la justice ne devrait peut-être pas être remise en question et nous questionner nous-mêmes sur ce que c'est que résoudre un conflit. Est-ce qu'on ne devrait pas se poser de vraies questions concernant le sens de concepts tels que « gagner ». Qu'est-ce que c'est que gagner un procès ? Qu'est-ce que c'est que sanctionner ou réparer lorsque l'on parle de conflit, de procès ou de justice ? Le sens de ces questions permet de faire évoluer un état d'esprit qui fera à ce moment-là évoluer les objectifs que le pouvoir judiciaire doit poursuivre. Enfin et surtout, on espère que ce titre, qui semble présupposer que la justice étatique tournerait le dos au mode amiable de règlement des conflits,
Ce n'est absolument pas vrai, c'est ça que vous allez entendre, je pense, ce soir. Il y a une réconciliation des deux dans le sens d'une véritable justice. Et pour nous entretenir de ce sujet, qui moi personnellement me passionne, on a voulu composer un panel diversifié dans les origines et équilibré. On a voulu réunir un représentant du monde académique, un représentant de la magistrature et un représentant du barreau. Alors, mettre les gens dans des cases, c'est toujours vous à l'échec, et spécialement avec le panel de ce soir, vous allez le voir. Mais brièvement, je vais vous présenter Catherine Delforge, qui est professeure ordinaire à la faculté de droit de Saint-Louis. Alors, Madame Delforge, elle a commencé par être avocate au barreau de Bruxelles durant une dizaine d'années. Elle a gardé un pied à l'université et un pied sur le terrain et la pratique judiciaire et de conseil. Et déjà, lorsqu'elle était avocate, elle combinait l'exercice de la profession avec un mandat d'assistante à l'UCL. Et donc, on ne peut déjà pas la mettre dans une seule case. Sa nomination en qualité de professeur ne l'a pas non plus éloignée du terrain, puisqu'elle a notamment été membre du Conseil supérieur de la justice au sein de la commission nomination de désignation des magistrats durant 8 ans. Et donc cette case-là aussi, elle l'a un petit peu. Et donc, on dit classiquement que ces matières préférentielles relèvent du droit des obligations, du droit des contrats civils et commerciaux. Et c'est d'ailleurs à cette occasion qu'on avait eu l'occasion de nous rencontrer il y a presque 20 ans. Et une part très importante de ces travaux sont dédiés aux modes alternatifs de prévention et de gestion des conflits sous toutes ses formes, que ce soit la négociation, médiation, la conciliation ou encore le droit collaboratif. À ses côtés, nous avons le bâtonnier Michel Forge. Faut-il encore le présenter? Il a fêté dernièrement ses 40 ans de barreau, mais il ne les fait pas. Il pratique essentiellement le droit des saisies et le droit des sûretés. Et bien que ce sont des matières qui sont spécialement judiciarisées, il est médiateur agréé et pratique très régulièrement la négociation et la résolution amiable des conflits. C'est quelqu'un qui n'a jamais été uniquement avocat. Il a également enseigné le droit commercial, le droit des sociétés à l'université de Mons, ancien assistant à la faculté de droit de l'UCL. Il a également exercé les fonctions de juge suppléant au tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles et donc lui aussi cochait toutes les cases pour être là ce soir. Enfin, le président Dayer, Paul Dayer, lui aussi, il est totalement impossible de le mettre dans une case. Et je ne pense pas me tromper. En me rappelant que dans une interview, il a déclaré, je cite, que dans un souci d'égalité, il est important que les juges n'aient à rendre de compte qu'à la nation et non pas à des fonctionnaires nommés par le roi. C'est vous dire s'il a l'indépendance et la liberté d'expression chevillées au corps. Diplômé de droit et de criminologie au sein de l'université Saint-Louis et de la KUL, M. Dayer est parfait quadrilingue. Il a tout d'abord exercé la fonction de substitut en charge de la section Ecofin au sein du parquet du procureur du roi et ensuite il a été nommé juge d'instruction à Charleroi avant d'être conseiller à la cour d'appel de Liège. Et depuis 2019, il préside le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Et si ce tribunal reste et demeure évidemment un lieu dans lequel les conflits sont tranchés avec des décisions qui mettent fin au litige sous sa présidence, cette juridiction, et ça on ne le dit peut-être pas assez, a multiplié de multiples outils permettant d'accompagner les entrepreneurs dans les moments les plus compliqués de la vie économique. C'est un tribunal qui a été précurseur dans la mise en place des chambres de règlement amiable des conflits bien avant que la loi ne se saisisse de cette possibilité pour les magistrats de résoudre les litiges. Et donc, lui aussi est dans toutes les cases. Et donc, pour animer ce débat ce soir, il nous fallait quelqu'un qui cochait également plusieurs cases. Et nous avons le plaisir d'accueillir Mariam Benayat, qui est journaliste. Elle travaille à la Libre Belgique et elle se consacre aux matières liées à la justice. Elle sera ce soir le pendant ULBiste de la soirée parce que nous avons aussi voulu un équilibre dans les différentes obédiences, puisque c'est dans cette université qu'elle a étudié le journalisme et la communication, mais également la criminologie. Quand on aime, on ne compte pas. Et donc, j'ai également lu qu'elle avait travaillé durant 6 ans sur une radio bruxelloise. Et donc, je ne doute pas qu'elle animera ce débat passionnant avec brio. Et donc, je leur cède immédiatement la parole en vous souhaitant une excellente soirée, non sans remercier auparavant Maître Augustin Daout, qui est avocat au barreau de Bruxelles et secrétaire de l'ordre, sans qui toutes ces conférences ne pourraient jamais voir le jour. Merci, Augustin. Merci Marie, qui remplit aussi plusieurs cases, hein, mais je crois qu'on n'a pas 2 heures devant nous pour et la présentation et le débat.
On va commencer sans plus tarder pour 2 raisons, parce que j'ai eu la bonne idée d'arriver en retard, alors que le timing est extrêmement serré. C'est vrai que c'est une question et que ça attire le chaland, mais moi, en tant que journaliste, j'aime bien les questions parce que j'attends les réponses. Et donc, ça sera l'objectif du débat. Je rappelle quand même le titre, les modes amiables de règlement de conflit, justice privée ou alternative à une justice étatique défaillante. Et moi, si je suis venue pour animer le débat, c'est parce que je veux qu'on me réponde. Et on va commencer avec vous, professeur Delforge, puisque c'est en tant qu'académique d'abord qu'on vous fait venir. Donc, peut-être commencer avec vous pour planter le décor, si on peut dire ça comme ça, pour déjà peut-être une brève présentation de ce dont il est question avant de pouvoir entamer le débat plus amplement. Oui, effectivement. Merci beaucoup de me donner la parole. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je ne sais pas si le micro fonctionne bien. Parfait. On m'entend ? Parfait. Voilà, merci beaucoup et merci à chacun et chacune d'être présent. Alors effectivement, moi je vais commencer avec une présentation un peu académique, puisque je vais mobiliser cette présentation qui a été faite de moi. Alors j'ai fait un joli tableau qui vous présente les différentes voies amiables qui ont été et qui existent aujourd'hui et qui existeront surtout demain dans le cadre de la justice, que j'appelle la justice plurielle, enfin je l'appelle, d'autres l'appellent comme ça aussi. On a effectivement aujourd'hui différentes voies de justice et il nous semblait important de présenter d'abord ces différentes voies qui ont beaucoup de points communs et qui ont aussi des différences. Et même parmi les juristes, quelquefois, on ne perçoit pas bien les frontières entre les différentes voies qui sont prévues. Alors, aujourd'hui, on va parler d'amiable. Quand on parle d'amiable, on songe à la négociation, on songe aux accords, c'est-à-dire à une forme de résolution des conflits qui repose sur une communication entre des parties pour parvenir à un accord. C'est en tout cas ce cadre-là qu'on va prendre comme cadre de départ. Alors ici, moi je vais m'attacher principalement au mode de justice privé. Donc la justice qu'on appelle la justice civile entre les citoyens, quand on a des problèmes de conflits de voisinage, quand on a des problèmes aussi sur le plan familial, des séparations, etc. Ce qu'on appelle aussi la justice commerciale, entre les entreprises, les sociétés, au sein des entreprises, entre les entreprises et les consommateurs. Et puis la justice sociale dans le cadre des relations de travail individuelles ou collectives. Donc en d'autres termes, on va laisser de côté la justice pénale, la justice administrative. En tout cas, moi je ne suis pas suffisamment habilitée pour parler de ces voies-là. Alors dans le cadre des voies amiables reconnues par notre législateur, on a en fait 4 voies possibles. 4 voies possibles qui sont reprises ici sous forme de tableau. Et à chaque fois, j'ai indiqué aussi les moments, les étapes importantes dans le développement. Alors, on a tout d'abord, vous le voyez sur les 2 premières colonnes, ce qu'on appelle la conciliation. Alors, il n'y a pas de définition légale de la conciliation, mais on en parle dans notre code judiciaire, c'est-à-dire le code qui régit la procédure judiciaire. Et dans ce code, on a 2 formes de conciliation. Une première qui est en fait la plus ancienne, qui a toujours existé, qui était dans notre code qui date de 1967, mais qui existait bien avant, puisque le développement de la conciliation date d'après la Révolution française principalement. Donc c'est très ancien, c'est la forme la plus habituelle. Et on peut en première ligne se dire que la conciliation dite de droit commun, ça vise la situation où vous êtes justiciable, vous saisissez un juge, le juge compétent pour connaître de l'affaire qui est soumise, et c'est le juge qui va tenter de rapprocher les parties. Et si on ne parvient pas à un accord, eh bien, il prendrait une décision. Donc c'est la figure d'autorité de la justice qui, ici, va tenter de rapprocher les points de vue et a quand même le pouvoir de décision à la fin. Ça met une dynamique particulière dans le cadre du rapprochement de la négociation. 1967 et puis 2023 qui est une étape importante puisque c'est une législation qui a étendu la conciliation en CRA, c'est-à-dire les chambres de règlement à l'amiable. Alors, 2e colonne, conciliation en CRA, chambres de règlement à l'amiable. En fait, elles existent depuis 2013 en matière familiale et en 2023, on l'a étendue au-delà simplement des affaires familiales. Alors, de quoi s'agit-il ? En fait, on parle de chambres de règlement à l'amiable. Ce sont des chambres qui sont instituées au sein des juridictions. Ce sont donc des magistrats qui vont ici qui vont essayer d'accompagner les parties dans leurs négociations. Mais la particularité par rapport à la conciliation dite de droit commun,
c'est que ces magistrats vont travailler en chambre de façon comme dans une bulle de négociation. Donc, en d'autres termes, il y a une conciliation qui se fait par des magistrats qui accompagnent la négociation entre les parties et qui n'ont pas ce pouvoir juridictionnel. Leur mission, dans le cadre des chambres de règlement à l'amiable, c'est d'accompagner la négociation entre les parties sans pouvoir décider, et sans pouvoir décider dans le cadre du litige en question, ou enfin, à ce moment-là ou ultérieurement. Donc, conciliation droit commun, conciliation en CRA. Aujourd'hui, en tout cas à partir de 2025, il y en aura pour les matières civiles, commerciales, sociales et familiales. Alors, à côté de ces voies, qui sont ici des voies, on le voit, j'ai parlé de magistrats, c'est-à-dire la justice étatique. Le service public de la justice est aussi fait d'amiable, ce n'est pas uniquement en dehors. À côté, il y a deux voies particulières, avec une voie qui est un peu une voie centrale, parce que ça a été un peu l'élément moteur dans les évolutions législatives, c'est la médiation. Alors, la médiation, elle a été introduite dans le Code judiciaire en 2001. À nouveau, d'abord en matière familiale, parce que c'est sans doute sur ce terrain-là que le rapprochement entre les parties, l'échange, la communication sont particulièrement essentiels. 2001, on le consacre en matière familiale, et puis, première réforme importante, en 2005, on étend le domaine de la médiation en matière civile, commerciale et travail. Puis, 2018, nouvelle réforme. Alors, c'est une réforme qui a encore plus étendu le champ de la médiation, puisqu'on vise aussi la médiation avec les personnes morales de droit public. Mais c'est aussi une législation qui a été importante parce que ça a été un premier moteur législatif véritable pour le développement des modes amiables, en obligeant les avocats, en obligeant les huissiers à informer les justiciables sur les voies amiables et en donnant aussi plus de pouvoir aux juges dans le cadre des modes amiables. Alors, qu'est-ce que la médiation ? Eh bien, en première ligne, on peut se dire que la médiation, c'est aussi une négociation qui est assistée. Alors, contrairement à la conciliation, ce n'est plus un magistrat, c'est un médiateur ou plusieurs médiateurs, on parle de comédiation. Ce sont des spécialistes de la gestion des conflits, ce ne sont pas nécessairement des juristes. Il y a véritablement toute une panoplie de professions qui existent dans ce cadre. Donc, le médiateur, c'est un indépendant. Alors, souvent, le médiateur a une double casquette, des avocats, médiateurs, des notaires, médiateurs. Mais donc, il n'est pas un magistrat. Il s'agit ici d'une personne indépendante. Et puis, on a le droit collaboratif qui a été reconnu par la loi en 2018. Donc, c'est la plus jeune voie amiable qui a été reconnue, qui sans doute a constaté, est partie du constat du développement de la médiation, et une nouvelle possibilité s'est ouverte, qui était celle de prévoir des possibilités de négociation entre parties, avec la particularité qu'ici, le tiers, la personne qui accompagne le processus, ce n'est plus un magistrat, ce n'est plus non plus un médiateur indépendant, ce sont deux conseils qui vont venir à côté de chacune des parties, et la négociation se fait entre les parties avec l'accompagnement de leurs conseils. Voilà pour les 4 possibilités qui existent théoriquement aujourd'hui dans notre code judiciaire. Alors, au niveau des points communs, on parle d'amiable, on parle de volonté. Eh bien, ce sont tous des processus qui sont présentés comme étant volontaires. Ils sont volontaires, c'est-à-dire qu'il faut que les justiciables, il faut que les personnes en conflit acceptent d'entrer dans la négociation et que leur volonté de se maintenir se maintiennent justement, leur volonté de négocier se maintiennent dans le temps. À tout moment, on peut se retirer de la négociation et sans que cela porte préjudice. Et c'est un élément véritablement important, fondamental. C'est une garantie de ces processus. Ce sont des processus, on vient de le voir, de négociation entre les parties. Donc ça, c'est un autre élément qui est important, c'est que ce sont les justiciables, les personnes en conflit qui sont au centre. Et on a des tiers qui accompagnent les échanges entre parties. Processus de négociation assisté, guidé par un tiers. Indépendance du tiers aussi. Tous ces tiers doivent être indépendants, détachés des intérêts des parties, sans pression particulière, et ils sont tenus au secret professionnel avec quelques variations, je ne vais pas rentrer dans le détail. La décision, la solution, entre guillemets, mais je n'aime pas le terme de solution quand on est en conflit, est-ce qu'il y a véritablement une solution ?
La solution, elle est en tout cas entre les mains des parties. Et cette solution, ça peut être effectivement de parvenir à un accord où on a trouvé une solution à tous les points qui nous différenciaient ou sur lesquels on était en opposition, mais ça peut être aussi simplement des accords sur le plan de la communication, de mieux communiquer ensemble dans le cadre d'un conflit qui pourrait se poursuivre. Alors, l'absence d'accord n'est pas, dans le cadre des modes amiables, vue comme étant un véritable échec. En tout cas, le fait de tenter le dialogue a toujours des vertus, enfin, a souvent, le plus souvent, des vertus positives. Alors, la personne du tiers, on le voit en comparaison, j'ai déjà un peu présenté cela. On a pour les conciliations un magistrat, et donc service public, ce qui veut dire aussi que les justiciables ne choisissent pas le juge conciliateur. Dans le cadre de la conciliation de droit commun, il y a un pouvoir juridictionnel qu'il n'y a pas dans le cadre de la chambre de règlement à l'amiable. Ils sont impartiaux parce que ce sont des magistrats et parce que c'est une obligation qui leur est faite. Il n'y a pas d'exigence de neutralité. Alors la neutralité, c'est un point sur lequel on pourrait beaucoup échanger entre théoriciens, entre praticiens, donc c'est une belle question. On peut se dire qu'en réalité, ici, il n'y a pas d'exigence posée de rester neutre par rapport au conflit et de ne pas faire de propositions ou de ne pas donner de conseils. Il n'y a pas cette exigence qui existe par contre dans le chef du médiateur. C'est prévu par ses règles déontologiques. Le médiateur, il est indépendant, on l'a vu, il est impartial. On dit souvent qu'il est multipartial, c'est-à-dire qu'il doit accorder la même importance à chacune des deux parties. Et il est neutre, c'est-à-dire que lui doit, sur le principe, avoir une posture de retrait. Alors, dans les pratiques, ça peut être très variable, mais donc le médiateur accompagne, mais en tout cas ne guide pas, ne propose pas des pistes de solution. C'est l'élément principal de sa neutralité. Alors, on pourra en discuter si vous le souhaitez. Alors, en ce qui concerne les avocats, eh bien, dans le cadre du droit collaboratif, chaque avocat accompagne son client et donc il n'est pas impartial. Il n'est pas neutre, mais les avocats en droit collaboratif doivent quand même tenir compte du fait que la négociation doit ouvrir sur les intérêts des deux parties. Donc ce sont des partenaires et ils doivent aussi faire preuve donc, de ce qu'on appelle une multipartialité. En accompagnant leurs clients, en conseillant leurs clients, ils doivent néanmoins tenir compte de cet équilibre et d'une certaine forme d'impartialité dans le cadre des négociations. Et donc, évidemment, le médiateur et les avocats en droit collaboratif sont, par principe, choisis par les parties. Alors, le lieu est évidemment différent entre les lieux de justice pour la conciliation et les lieux privés, cabinet du médiateur, cabinet des avocats, lieu neutre, il y a une liberté dans le choix. En ce qui concerne les conciliations au palais de justice, eh bien, sur le principe, la conciliation dite de droit commun, en fait, j'aurais peut-être pu le dire préalablement, l'image type du conciliateur de droit commun, c'est le juge de paix. Et donc, sur le principe, la conciliation de droit commun, avec le magistrat qui peut décider par après, se passe en audience publique. Il n'y a pas, par principe, de confidentialité dans l'échange entre les parties. Le magistrat a évidemment connaissance des échanges au moment où il prend sa décision. Bien entendu, il est possible d'organiser la confidentialité aussi. Alors, par contre, en chambre de règlement à l'amiable, je l'ai dit que c'est une bulle de négociation, et donc là, il y a une confidentialité, une étanchéité parfaite de ce qui s'échange entre les justiciables, et en particulier les propositions, les mots qui sont prononcés, ce qui se passe dans le cadre des chambres de règlement à l'amiable. Eh bien, le magistrat qui, le cas échéant, serait amené à trancher, n'en a pas du tout connaissance, et les parties sont tenues à une obligation de confidentialité, ne pourront pas utiliser les éléments en dehors, et notamment si la procédure se poursuit, on n'a pas la possibilité d'invoquer des éléments qui ont été échangés dans le cadre du processus. Sauf exception. Alors, dans le cadre de la médiation et du droit collaboratif, on est aussi dans des processus qui sont confidentiels. En tout cas, la confidentialité est sur le principe entre les mains des parties, mais la confidentialité fait partie, comme le caractère volontaire, des garanties fondamentales de ces processus.
Alors, en ce qui concerne l'objet, donc quel est l'enjeu ? Évidemment, dans la conciliation de droit commun, quand on a un juge qui est saisi d'un litige, il a connaissance du litige, il a connaissance, en tout cas, des éléments de la demande. Et souvent, et c'est lié en fait à l'élément de durée, si on prend l'image du juge de paix, il y a énormément d'affaires qui sont fixées à l'audience. On parle souvent dans ce cadre-là de conciliation de l'instant. C'est-à-dire qu'on va plutôt, dans la pratique, il me semble, mais certains magistrats pourront sans doute me corriger, dans le cas des conciliations de droit commun, on est quand même plus dans des formes de négociation qui partent des positions des parties en essayant de trouver une voie médiane. En tout cas, on n'a pas le temps d'aller bien loin. Alors, dans le cas de la conciliation en chambre de règlement amiable, médiation et droit collaboratif, on voit à nouveau des éléments de rapprochement. C'est-à-dire que dans les objectifs qui sont mis en place, c'est vraiment de tenter de s'attacher à la relation entre les parties, de tenter de les rapprocher. Et donc évidemment, elles arrivent chacune avec leurs demandes et elles ont peut-être été consultées un avocat ou l'avocat est avec. Et donc on a une position, on a des demandes, mais on va tenter d'aller au-delà. C'est-à-dire qu'on passe aussi dans une temporalité qui doit être un peu plus longue pour essayer de comprendre qu'est-ce qui était important pour les parties, quels sont leurs besoins, quels sont les enjeux du conflit. Et donc en fait, on va non pas simplement se limiter aux positions et aux demandes des parties, mais essayer d'aller comprendre finalement pourquoi les parties sont en conflit et comment lever les difficultés de communication pour pouvoir enclencher une dynamique. Et ça, c'est évidemment la dynamique qui est la plus riche, qui est la dynamique de la créativité, de la possibilité pour les parties de construire elles-mêmes, pour elles-mêmes, en tenant compte de ses propres intérêts et de l'autre, eh bien de construire une décision, un accord qui convient à tout le monde. Alors, on en est sur la durée, et je suis un peu longue aussi, moi. Le temps court de la conciliation de droit commun. Et en fait, on peut se dire qu'en fait, il y a, dans la conciliation chambre de règlement à l'amiable, là aussi, il y a des magistrats qui la pratiquent et qui pourront, le cas échéant, compléter. J'ai l'impression que c'est 2-3 audiences maximum, mais c'est un temps un peu plus long qui est consacré à la négociation et l'accompagnement des parties. Dans le cadre de la médiation, évidemment, sur le principe, on a plus de liberté dans la temporalité. Et donc, on peut aussi travailler souvent plus en profondeur que dans le cadre des conciliations. Alors, le dernier élément, le coût, évidemment. On parlera peut-être du coût de la justice. La conciliation en droit commun et en chambre de règlement à l'amiable, c'est du service public. C'est le principe de la gratuité pour ces étapes-là, sauf les frais de procédure. Quand on est dans une phase contentieuse, il y a quand même les frais de procédure et le cas échéant de conseil. Alors, dans le cadre de la médiation, il faut évidemment rémunérer le prestataire de service qu'est le médiateur ou les médiateurs. Il y a les honoraires qui doivent être payés. Et puis, le cas échéant, on peut aller en médiation avec son avocat, avec son conseil, tout comme on pourrait y aller seul, bien entendu. Et dans le droit collaboratif, il y a au minimum les honoraires de l'avocat. Alors, évidemment, ici, ce sont les coûts dans l'hypothèse d'une réussite du processus. Parce que, en tout cas, en ce qui concerne la médiation et le droit collaboratif, c'est vrai qu'on dit souvent, mais ça coûte beaucoup moins cher. Ça coûte beaucoup moins cher si le processus aboutit à un accord. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ces frais vont s'ajouter à d'éventuels frais de justice si les parties poursuivent dans cette voie. Mais donc voilà pour la présentation générale. J'espère que ça éclairera un petit peu le débat, en tout cas qu'on pourra y prendre appui pour d'autres problématiques. Merci, moi effectivement ça permettra à Paul d'ailleurs de poursuivre, mais j'avais une question. Quand on voit le tableau, on a l'impression qu'on n'a pas attendu qu'un cadre légal soit officiellement mis en place pour que la médiation existe finalement, alors que j'ai l'impression que la publicité n'est pas très grande. Ces dernières années, un peu plus, que je vois que quelqu'un hoche la tête, il pourra parler après, mais j'ai l'impression que pendant longtemps, le grand public n'avait pas connaissance de ces modes, sauf peut-être à moins de se présenter devant la justice. Mmh. Mais les modes amiables viennent de la pratique, en fait, et la négociation a toujours existé. Et donc, ici, il y a une consécration légale, et ça, c'est un élément qui est important, parce qu'en fait, c'est une reconnaissance par le législateur qu'il s'agit de voies de justice reconnues. Et donc,
Enfin, je veux dire, c'est un changement important dans l'évolution. Alors, je le disais, la conciliation a toujours existé. Hein. Il est toujours entré dans la mission du juge de concilier. Mais ces voix qui prennent du temps et qui accordent de l'importance aux justiciables et aux conflits qui les opposent, ça, c'est quand même assez récent. Alors, les processus eux-mêmes, les techniques, viennent de la pratique. Les législations ont été construites à partir de pratiques, en fait, qui ont été confirmées, on peut le dire comme ça, dans le texte légal. Et, je veux dire, beaucoup de consécrations légales sont presque rédigées par les praticiens. Et donc voilà, donc on a accueilli, il y a une reconnaissance légale, une institutionnalisation des voies amiables. Mais bon Dieu, heureusement, la négociation et l'échange existent encore et a toujours existé. Merci, je vais prendre peut-être le micro pour... Non, mais je peux le donner. Je ne l'avais pas vu. C'est pour vous. Merci. Paul, d'ailleurs, vous avez déjà envie d'intervenir. J'ai vu que vous avez voulu m'interrompre. Oui, mais c'est pas grave. Mais je vous en prie, parce que vous voulez déjà intervenir. Je sais qu'il a été question de gestion du temps, puisque Catherine Delforge l'a dit, encore faut-il entamer ce type de processus. Quand ça réussit, c'est bien. Mais parfois, ça prend du temps. Mais vous estimez que justement ces modes alternatifs sont considérés pour vous comme des bons outils de gestion du temps, pour que ça aille en tout cas mieux. Alors oui, absolument. Donc, historiquement, déjà, au tribunal de l'entreprise, nous avons décidé avec Sylvie Franquignoul, que je vois dans la salle, et qui a été le moteur, un des moteurs très importants, de créer ces chambres de règlement amiable juste au sortir du confinement. Donc, pour revenir à ce que disait Marie Dupont, en fait, on n'a pas attendu la loi. Il y avait une loi qui était l'article 731, et sur cette base, on a imaginé toute une procédure qui maintenant est légale. Le législateur, quand il s'inspire de ce que font les magistrats, en général, ne se trompe pas. Ça a été vrai pour d'autres lois. C'est quand il imagine ce que nous ne faisons pas et qu'il pense qu'on devrait faire qu'en général, il se trompe. Bien, alors, on a créé les chambres au départ pour deux raisons. D'abord pour gérer le temps judiciaire, parce que c'est vrai que le confinement et d'autres facteurs avaient fait que le temps judiciaire au tribunal de l'entreprise était devenu anormalement long. Premier élément. Et c'est vrai que les chambres de règlement amiable, et aujourd'hui, pour vous donner un exemple, on est passé en moyenne, juste après le confinement, on était à 14 mois dans les chambres de plaidoirie en moyenne, mais on est maintenant à 6 mois en moyenne. Bon. Et tout ça avec moins de magistrats qu'à l'époque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le règlement amiable est effectivement un mode de gestion des conflits extrêmement rapide, qui en plus a l'énorme avantage d'être définitif. Bon. Et donc de ne pas encombrer la cour d'appel. C'est important, surtout à Bruxelles, où la cour d'appel, dans certains litiges, fixe en 2040, et comme j'ai encore dit à l'audience, oui, mais de quel siècle? Bien. Et c'est pour les litiges fiscaux. Hein. Les autres litiges, je vous rassure, sont fixés bien plus rapidement. Donc c'est sûr que le règlement amiable est un mode de gestion du temps, mais pas uniquement une question de raccourcissement, parce que ça, je vais rentrer dans la question, hein, puisqu'on dit que c'est une gestion face à un état déficitaire. Alors oui et non, c'est pas une justice déficitaire, parce qu'il y a un autre élément très important, c'est que le justiciable, grâce au mode de règlement amiable, je pense principalement à la conciliation judiciaire, telle qu'elle est pratiquée dans les CRA, permet surtout au justiciable de récupérer la maîtrise de son temps, de son tempo, et la maîtrise de son dossier. Ça, c'est essentiel. Et troisième élément, cela permet aussi au juge de récupérer de l'autorité. Je n'ai pas dit du pouvoir. Parce que le problème, c'est que le politique, comme lui, pense toujours en termes de pouvoir, ce qui est quand même la forme la plus immature de l'autorité. Il croit qu'en réalité, on augmente sa capacité d'action en augmentant son pouvoir. En fait, le juge doit augmenter son autorité. Et qu'est-ce que l'autorité du juge? C'est la confiance qu'il inspire au justiciable, c'est-à-dire sa capacité à résoudre le litige de manière définitive et satisfaisante pour tout le monde. De ce point de vue-là, la conciliation judiciaire est un outil fabuleux. Fabuleux. Puisque, concrètement,
Le juge conciliateur ils sont à 3, chez nous en plus c'est formidable parce qu'il y a un juge de carrière et 2 juges consulaires. Ils sont tous les 3 formés à la médiation et à la conciliation et ils vont pouvoir, avec des techniques similaires à celles de la médiation faites par les médiateurs, ils vont effectivement amener les parties à trouver leur solution. Mais la différence, c'est que le juge, lui, doit proposer à un moment donné une solution. Et il le fait en connaissance de cause, en étant effectivement impartial, c'est-à-dire multipartial, c'est-à-dire qu'il doit tenir compte, comme c'est un magistrat, aussi de l'intérêt de toutes les parties, sachant qu'il n'est pas récusable, puisqu'on explique aux parties qu'on n'est pas un juge jugeant, comme aurait dit Robert Lamoureux. On n'est pas un juge tranchant, on est un juge qui va trouver, qui va produire de la solution. Et là où l'autorité du juge est importante, c'est-à-dire la confiance qu'il inspire, c'est que le juge va pouvoir, dans les apartés, expliquer aux parties concrètement, tiens, voilà, ça, vous avez raison monsieur, ou vous avez raison madame, théoriquement, mais vous savez, la jurisprudence va plutôt dans tel sens, et on va avoir un dialogue. Et donc la confiance que le justiciable a dans le juge est essentiel. Et c'est de cette confiance que peut jaillir effectivement une solution. Et dernier élément à ce stade, vous voyez, je suis sage, très important, c'est que et on en parle peu, ça permet non seulement de renforcer l'autorité de la justice étatique, parce que ça c'est de la justice étatique, mais surtout aussi de renforcer le bien-être mental des juges. On n'en parle jamais, mais ça donne un bien-être fou au juge qui a un feel-good. Trouver une solution en conciliation, que ce soit dans les chambres de règlement amiable ou dans les chambres d'entreprise en difficulté, ça permet au juge de donner pleinement sens à son métier et donc également de renforcer l'attrait qu'il a lui-même pour son propre métier, qui va d'ailleurs rejaillir sur le justiciable. Et ce sentiment de bien-être et d'utilité va finalement également renforcer l'image de la justice. Donc oui, c'est un outil de gestion du temps. Ça, c'est le manager que je suis, quel vilain mot, qui le dit. Mais c'est surtout un outil de renforcement de la justice étatique. J'ai une question aussi pour vous. Est-ce que vous n'êtes pas le bon élève à Bruxelles, puisque c'est la particularité de votre tribunal qui vous permet aussi d'être ce bon élève, puisque ce sont des litiges qui sont un peu différents. Je ne sais pas si on peut transposer votre façon de faire dans le pénal que vous avez connu aussi. Alors, vous êtes cruel avec moi, Mariam, parce que je suis quelqu'un qui a sans doute quelques qualités, mais en tout cas pas celle de la modestie. Donc je vais essayer d'être objectif. C'est dur pour moi. Alors, premier élément, non. Et je vais vous dire, on n'est pas le bon élève. Alors oui, bien sûr, j'ai la chance d'avoir des juges qui sont d'ailleurs dans la salle, et même d'anciens juges qui sont maintenant partis porter la bonne parole à l'Est, très loin dans l'Est, à Liège. Oui, Liège est encore en Belgique, hein, je vous rassure. Et donc, mais fondamentalement, à tout seigneur, tout honneur, j'ai vu qu'il y avait Avis Nebal qui était dans la salle. Ça a commencé, la conciliation a commencé sur le terrain, notamment dans les justices de paix. Je vois ici le conseiller France. Et à la cour d'appel aussi, on en fait énormément. On en fait même maintenant au tribunal de première instance de Bruxelles, notamment dans les litiges fiscaux. Donc, c'est dire si on a essaimé tous à Bruxelles, peut-être d'ailleurs aussi parce que Bruxelles a une difficulté de sous-financement chronique. Et donc les juges, qui sont des gens imaginatifs, se sont dit comment rendre service aux justiciables avec les moyens misérables parfois que nous donne le législateur. Et donc, oui, c'est vrai que Bruxelles, le tribunal de l'entreprise, a connu un développement très important, mais c'est uniquement parce que l'entreprise, plus qu'ailleurs, a besoin de rapidité dans son temps. Et surtout, les entrepreneurs sont des gens qui ont un besoin impérieux de garder la maîtrise des choses. Mais non, nous ne sommes pas les seuls et nous n'étions même pas les premiers. Vous voyez, j'ai réussi à être humble. Merci. Je vais demander à Michel Forge de réagir à ce qui a été dit auparavant, avant de développer votre raisonnement. Mais merci beaucoup. Tout d'abord, moi, je suis frappé par la présence ici, ce soir, de passionnés de la médiation et des modes de règlement de conflits. Donc, que ce soit des magistrats ou des avocats, il y a ici, dans la salle, des personnes qui sont animées de cette même volonté. Et ça, c'est vraiment très, très important de le souligner. C'est une volonté, en fait, de paix. Et cette volonté est aussi une volonté qui se concilie, en fait, avec l'institution judiciaire. Elle n'est jamais en opposition à l'institution judiciaire. Et du reste, les avocats ne pourraient même pas
répondre par l'affirmative à la question impertinente qui était posée pour ce soir, il n'est hors de question de proposer une justice privée à côté d'une justice étatique. Nous avons fait le serment de respecter la justice étatique et nous la respectons et elle fonctionne. Bon, il y a eu quelques voix, c'est toujours dangereux de donner la parole aux magistrats. On vient d'avoir une expérience qui est assez positive et qui est peut-être une exception qui confirme la règle, mais il est certain que lorsqu'un magistrat, qui est en plus le plus haut du pays, anime une émission de télévision et coupe une feuille de papier en disant ça c'est l'image de la justice et de l'État et on pourrait être confronté à un État voyou, il est certain que le message qui est fait, qui est communiqué à la population est celui d'une justice qui ne fonctionne pas et qui doit alors peut-être faire appel à des compléments style justice privée, etc. Or, en réalité, c'était un signal qui était important. Il fallait dire les difficultés, et on doit répéter les difficultés que rencontre l'institution judiciaire, mais à côté de ça, l'institution judiciaire fonctionne et je dirais qu'elle complète utilement, dans mon sentiment, dans ma vie d'avocat, elle complète utilement les modes alternatifs, puisque nous pouvons toujours dire à nos clients, quand on leur conseille un mode alternatif, on leur dit, écoutez, de toute façon, si ça ne va pas, la justice est là et elle fonctionne. Et il faut quand même savoir aussi qu'elle fonctionne. Hein. Elle fonctionne rapidement. On vient d'entendre les délais qui sont maintenant ceux du tribunal de l'entreprise, mais c'est la vérité également ailleurs. Les magistrats travaillent et les avocats ont confiance dans le travail des magistrats. Ce n'est pas parce qu'on aurait un manque de confiance dans la justice étatique qu'on recommande le mode alternatif de règlement des conflits. Alors, dans la pratique, nous les recommandons et nous sommes favorables aux modes alternatifs. Pourquoi ? Sans doute parce que nous voulons que nos clients participent au règlement du conflit. Nous ne sommes pas, et du reste c'est quelque chose qui menace le juge aussi lorsqu'il fait de la conciliation, nous ne sommes pas dans la peau du client, nous ne savons pas exactement quels sont ses intérêts, quels sont ses besoins. Et je crains que dans certaines formes de règlement, comme la conciliation, on ne dispose pas du temps nécessaire, et Mme Delforge l'a dit, on ne dispose pas du temps nécessaire pour identifier la véritable volonté du client. Exemple, une des parties veut de l'argent. C'est évident. D'ailleurs, il y a même un résumé qui est envoyé maintenant préalablement à la conciliation. On demande de résumer quels sont vos désirs. Je veux de l'argent. J'estime que je veux de l'argent. Mais on aura peu de temps pour demander à la partie qui demande de l'argent, mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous voulez faire de cet argent ? Parce que quand vous allez avoir le pactole, qu'est-ce que vous allez en faire ? Généralement, c'est considéré comme une question presque qui est un peu inquisitoriale, qui est vraiment de mauvaise aloi. Pourtant, si on sait que c'est une personne qui veut faire des voyages, peut-être qu'on va apprendre que l'autre partie a une agence de voyage ou que son cousin a une agence de voyage, qu'on peut lui proposer un voyage. Si elle veut une voiture, on va lui offrir une voiture. Quel est le problème ? On ne va pas pouvoir poser cette question dans une conciliation parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Et donc, en réalité, nos interventions sont complémentaires. La justice que l'on propose aujourd'hui dans le mode de règlement alternatif des conflits est complémentaire à la justice classique de l'État, l'institution judiciaire classique, mais également les modes alternatifs sont complémentaires. C'est-à-dire que si on n'y arrive pas dans le cadre de la conciliation, avec un juge qui mouille son maillot et qui dit dans le caucus, vous savez, la jurisprudence, etc., comme l'a rappelé le président d'ailleurs, eh bien, si on n'y arrive pas, il faut aussi que le conciliateur puisse dire, mais écoutez, peut-être qu'après ce débroussaillage, vous avez quand même pu vous parler, pensez à une médiation, par exemple. Donc, il faut vraiment avoir à l'esprit qu'on ne ferme aucune porte, et si ça échoue, eh bien, voilà, vous irez poursuivre le procès, et vous aurez le procès. Donc, il y a vraiment un complément, tant en ce qui concerne les acteurs, qu'en ce qui concerne les modes alternatifs et les modes de règlement des conflits. Maintenant, je tiens à terminer en disant que le barreau, et c'est peut-être quelque chose qui est aussi malheureux, il y a une image dans les films, etc., on voit l'avocat avec une image de combattant, de presque à la limite de la malhonnêteté, etc. L'avocat, ce n'est pas cela, hein, et de moins en moins. Les jeunes sont formés aux modes alternatifs. L'avocat est aujourd'hui un artisan de paix. La première chose qu'il fait, il en a le devoir, c'est parler des modes alternatifs à ses clients. C'est dire, mais écoutez, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez faire
faire ce procès. Est-ce que c'est bien cela que vous voulez? Attention à ce que vous allez avoir, etc. Le juge peut contrôler cela. Le juge a le pouvoir, à l'audience, de dire, mais je fais venir les parties et je vais voir si l'avocat a fait son travail et a parlé des modes alternatifs. Et s'il n'en a pas parlé, le juge va expliquer ce que c'est. Et donc, il y a là vraiment un changement de mentalité. Et il faut savoir que les avocats jouent le jeu. Cela étant, c'est aussi un moment de le dire, nous sommes très malléables, hein, nous les avocats. C'est-à-dire que nous jouons le jeu là où on nous demande d'aller. Je ne dis pas qu'on enlèverait nos chaussures si on enlèverait ses chaussures si on nous le demandait, mais c'est à peu près ça. On met la robe quand il faut, on ne la met pas quand il ne faut pas, on prend la parole quand on nous la donne, etc. Nous sommes extrêmement dociles. Et quand il y a une procédure, qu'il y a des délais de procédure, on respecte les délais de procédure. La loi, on joue avec la loi comme elle est. Donc on est extrêmement malléable. Et quand on nous a proposé aujourd'hui une généralisation des conciliations, on saute dessus, on est très très bien. Bon, ça ne se fait pas en un jour, les avocats ne sont pas tous convaincus d'un claquement de doigts, mais l'ordre y travaille et le mouvement se fait, parce que de toute façon, il y en a un qui est convaincu, il attire l'autre. Alors je suis très attentif, pour terminer, à cette question de filtre. Hein. L'avocat est un filtre et il doit normalement éviter qu'on aille en justice pour n'importe quoi. Bon, aller en justice pour la garde d'un chien, bon, c'est vrai, on peut aimer les animaux, c'est important, mais est-ce qu'on va aller en justice pour la garde du chien? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'arranger autrement? Alors, le juge lui-même, lorsqu'il voit que le litige porte sur la garde d'un chien, est-ce qu'il doit mettre la grosse artillerie, ou est-ce qu'il ne peut pas dire, écoutez, on va peut-être essayer une conciliation, on va peut-être essayer autre chose? Donc, ces filtres sont très, très importants, et ces filtres se combinent avec aussi une multiplicité de choix. C'est vrai qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, on fait un litige, voilà ce qu'il faut faire. Non, on a une panoplie de choix. Et c'est également le cas dans d'autres domaines. En insolvabilité, on a une panoplie. Peut-être qu'on va faire une procédure de réorganisation judiciaire. Peut-être qu'on va faire, on va demander l'intervention de la Chambre des enquêtes, de la Chambre des entreprises en difficulté. Peut-être qu'on va demander la désignation d'un administrateur provisoire. On a là une palette de solutions. Le législateur a fait quelque chose, il nous a créé des possibilités, on doit les connaître, on doit les proposer, et finalement, ça ne marche pas si mal que ça. Alors, vous avez parlé d'une panoplie, et c'est très bien, donc je suppose que vous aussi, comme Paul Dayer est un gentil magistrat, vous êtes un gentil avocat, j'entends bien, mais est-ce que vous avez déjà été confronté à des clients, je ne vais pas dire pas gentils, mais qui, pour la garde du Labrador, veulent quand même aller en justice et prendre 12 Michel Forge pour être défendus face à 12 autres avocats du même genre? Est-ce que ça doit exister? Il y en a qui veulent... C'est-à-dire qu'il y a de toute façon des quérulents, il y a des gens que ça amuse d'aller en justice, hein, mais ils ne seront pas nécessairement suivis par leur avocat. Moi il y a des procès que j'ai refusés. Dans notre serment, nous avons prêté serment de ne défendre que des causes que nous trouvons justes. Donc on ne défend pas n'importe quoi. Et si vraiment on va en justice, c'est parce qu'on trouve la cause juste. Ce n'est pas non plus parce qu'on ne trouverait pas une cause juste qu'on va penser à un mode alternatif. C'est vraiment parce que l'on sent que le conflit est important pour la personne qu'on va déclencher quelque chose. Il est certain que si je sens, par exemple, qu'une personne qui est triste de perdre la garde de son chien et qu'elle vient me consulter, je ne vais pas la rejeter. Je trouve ça tout à fait digne d'intérêt, mais je vais essayer de trouver une solution de conciliation qui tienne compte aussi du réel enjeu du litige, enfin du conflit. Voilà. Merci Michel Forge. Catherine Delforge, donc vous vouliez aussi développer quelques réflexions sur cette question. Oui, je voulais revenir sur ce qui vient d'être dit et ça me fait réfléchir aussi que, en fait, souvent, quand on parle des modes amiables et de leur développement, on dit que c'est une réponse à la crise de la justice. La lenteur des procédures, le coût des procédures, l'aléa aussi des procédures judiciaires, parce que quand on commence un procès, on ne sait pas très bien quelle réponse va tomber et qui des deux va gagner, parce qu'on a aussi cette conception qu'il y en a un qui va gagner et l'autre nécessairement perdre. Il y a aussi le constat qu'on fait souvent, c'est qu'effectivement, au terme d'un procès, il y en a toujours au minimum, mais quelquefois les deux qui sont insatisfaits. Et en tout cas, les tensions et la relation n'a pas du tout été travaillées. Alors,
je ne pense pas qu'il faille aller à tout à l'amiable. Hein. Donc je ne suis pas du tout. Je pense qu'il y a des conflits qui ne se prêtent pas du tout à l'amiable. Je pense aussi qu'il faut respecter le droit des justiciables à aller en justice, le droit à un juge, le droit à l'application de la règle de droit. Mais voilà. Enfin, en tout cas, on présente souvent l'amiable comme s'étant développé à partir d'éléments négatifs de la justice. Alors, je partage tout à fait l'idée qu'il y a une complémentarité, une articulation. À certains égards, il faut encore la construire. Je pense qu'elle n'est pas encore tout à fait construite et réfléchie, mais c'est vrai que ce sont des modes qui peuvent être complémentaires et c'est important de le savoir. Alors, encore faut-il, on en a un petit peu parlé, que les justiciables connaissent les différentes voies. Alors, effectivement, aujourd'hui, les avocats ont l'obligation, mais tous les justiciables ne passent pas directement par un avocat, nécessairement. Et il faut une connaissance des voies amiables. Moi, je suis convaincue que la préparation, la sensibilisation à l'amiable, elle doit commencer déjà dans les écoles et qu'on doit déjà travailler les capacités que l'on peut avoir dans un conflit qui est inévitable, on en a tous durant notre vie, à dialoguer, en tout cas à s'ouvrir à une possibilité de passer au-dessus du conflit. Et donc, pour moi, c'est vraiment un fil qui doit être posé et se dérouler tout au long de notre vie de citoyen, de citoyenne et de potentiel justiciable. Alors, pour revenir au début des éléments que je soulignais, donc ce développement de l'amiable à partir des éléments négatifs de la justice. Moi, je pense qu'il y a quelque chose, mais je ne suis pas sociologue, je ne suis pas psychologue, social, donc je ne perçois pas bien, mais j'ai l'impression qu'il y a plus profondément, en fait, une évolution dans nos modes de vivre ensemble, dans notre relation à l'État, à l'autorité, aux institutions. Il y a comme ça une forme de dynamique, d'horizontalité qui se met progressivement en place. Je pense qu'on a moins confiance dans les institutions, on a moins confiance dans l'autorité. Quelquefois, on respecte moins aussi l'autorité. Et il y a une forme de recentrage sur l'individu. Je trouve avec deux éléments, moi, enfin voilà, on en fera ce qu'on en fera et on peut en discuter. Mais l'idée de la performance et du bien-être, enfin, ça c'est vraiment la performance, c'est-à-dire l'idée de pouvoir aller plus vite, d'avoir quelque chose de plus efficace. Alors c'est vrai qu'on le voit beaucoup dans le monde de l'entreprise, mais même pour nous, enfin je veux dire, on fait un calcul, on se dit bon ben si je peux avoir ma réponse plus rapidement, etc. Et avoir quelque chose où je suis gagnant, moi aussi, en tout cas je suis entendu et je participe, j'ai la maîtrise de ma solution. Il y a quand même cette idée de performance. Et alors ce bien-être qui en fait traverse tous les champs de notre vie sociale, au travail, à l'école. Enfin, on parle énormément des politiques de bien-être, où on table sur les capacités individuelles de nous tous, de chacun, à pouvoir évoluer, à pouvoir s'améliorer. Enfin, je trouve que les processus amiables reposent quand même sur cette idée. On présuppose une égalité déjà entre les justiciables, parce que pour qu'il y ait une véritable négociation, il faut qu'on soit sur un pied d'égalité. Alors évidemment, dans le cas des processus amiables, il y a des correctifs, il y a des possibilités et il y a des obligations de retrait aussi quand on sent que ce n'est pas le cas. Mais on présuppose cette égalité et on présuppose, en tout cas, que l'on a les capacités à s'ouvrir à l'autre, à écouter l'autre et à parvenir à une solution qui tienne compte de nos propres intérêts et de celui des autres. En étant coaché, pour prendre du vocabulaire qu'on utilise, on est tous coachés, on veut être coaché, on a de la guidance parentale, etc. En étant coaché par un tiers qui peut avoir une casquette différente. Voilà, je pose ça sur la table, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'inscrit en fait et que le développement des modes amiables s'inscrivent en fait dans une évolution de notre rapport au social, à soi-même et une certaine forme aussi d'individualisme dans ce que ça peut avoir de bon, la reconnaissance de notre autonomie, de notre responsabilité, mais ce que ça peut avoir aussi, dans certains cas, de quelquefois moins positif. Il ne faut pas exclure aussi les stratégies de la négociation. Mais avant de laisser Paul Dayer et Michel Forge répondre, peut-être une question aussi pour vous et à tout le monde. Mais si on suit ce raisonnement, on pourrait se dire que quand on entame un processus de médiation, on n'est pas comme dans un procès où il y aura un gagnant et un perdant. Ici, il y aura potentiellement deux gagnants,
si on suit votre raisonnement, on n'a pas nécessairement envie d'être dans cet esprit-là, parce qu'on est dans un individualisme qui fait que j'ai envie de gagner et que l'autre paye cher. C'est ça, hein, finalement, le raisonnement du procès. Ah oui, tout à fait, la logique conflictuelle. Mais la logique conflictuelle, on peut l'avoir en négociation aussi. Hein. Oui, on bien peut faire sûr, des négociations, pour, on reste extrapoler, dans des positions, des jeux de pouvoir. Alors, je veux dire, il y a différentes formes de négociation ici. L'idée est effectivement de travailler avec l'autre, entre parties. C'est, en tout cas, pour les chambres de règlement, enfin, pour les différentes formes qu'on a soulignées, c'est presque plus important que de donner des réponses à des questions, c'est-à-dire de s'ouvrir à l'autre, en tout cas d'entendre et d'essayer de trouver une solution. Donc voilà. Mais je pense que la temporalité change aussi beaucoup de choses. Hein. Quand on a beaucoup de temps, eh bien, on peut effectivement aller un peu plus loin, travailler plus le relationnel. Quand on a moins de temps, on va plus rester sur d'autres dimensions. Mais... C'est-à-dire qu'au début du processus, là, il ne faut pas s'en faire. Hein, les personnes ne veulent pas s'entendre. Hein. La seule chose qu'on peut parvenir à avoir, c'est qu'elles acceptent de se parler. Hein, donc, mais vous êtes dans la même pièce. Oui, voilà. Au départ, je suis certain que l'expérience du tribunal est la même. Au départ, tout est à faire. Hein, donc, il ne faut pas croire que le processus... D'ailleurs, si les parties étaient d'accord sur tout, il n'y aurait pas lieu d'avoir le problème. Bon, bien entendu, il faut le rappeler, en dehors du judiciaire et des modes de règlement admirable, l'éducation, la courtoisie font que normalement, si on a un litige de voisinage, on prend d'abord son téléphone, on sonne chez le voisin, on va lui offrir une bouteille de vin, que sais-je, on regrette de l'avoir importuné en garant sa voiture au mauvais endroit, ou que sais-je. Donc ça, c'est une question de courtoisie, et c'est vrai que l'éducation peut jouer un grand rôle, mais à part ça, quand il y a un conflit, au départ, ça démarre fort. Hein, et alors, bon, si c'est en justice, je crois que on peut dire aux personnes, venez un petit peu ici, ou comme le faisait M. Schneebalk comme juge de paix, dites, est-ce que les parties se sont parlé ici allez un peu là-bas et allez discuter. Et, bon, c'est idiot, mais parlez-vous. Hein, et puis après, on pourra éventuellement arriver à quelque chose. Je vais rebondir là-dessus, c'est très intéressant et ça me permettra d'évoquer un point de complémentarité. On a parfois reproché aux juges conciliateurs, donc la conciliation judiciaire, de venir tuer la médiation, hein, puisqu'au départ, le tribunal avait créé une permanence de médiation. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est l'inverse. Pourquoi ? Parce que très souvent, dans les chambres de conciliation, le travail du juge est de les convaincre d'aller voir le médiateur. Parfois, ça nous prend 1 heure, 1 heure et demie, juste qu'ils aillent voir le médiateur. Hein. La médiation est souvent pour des litiges nettement plus complexes qui demandent plus de temps. La conciliation, c'est pour des litiges qui peuvent être clôturés de façon plus brève. Mais c'est vrai qu'il ne faudrait pas donner l'idée que finalement, la conciliation, elle est naturellement acquise à l'être humain. C'est l'inverse. Hein. Mais il y a quand même, pour rebondir sur ce que disait Catherine Delforge, il y a effectivement ces 2 pôles qui sont l'idée de performance, je veux arriver à quelque chose de rapide et je veux me sentir bien. Mais pour répondre à votre question, ce qui est amusant, c'est que nous disons, pour ma part, quand je siège en conciliation, je commence par dire en audience plénière, donc quand ils sont tous là, vous allez, je dis 2 choses. Ça, c'est un peu d'autorité en disant... Vous allez arriver à un accord. J'ai lu vos notes. Eux ne savent pas ce que moi je sais. En fait, l'avantage du juge conciliateur, c'est qu'il sait l'ensemble. Et donc, on commence par leur dire, vous allez y arriver. C'est une façon de leur dire, on doit y arriver. Et puis, on leur rappelle immédiatement après, vous allez tous y perdre quelque chose. Et vous allez tous y gagner quelque chose. Et à la fin de la conciliation, quand les parties rédigent leur accord avec leur avocat, très important, hein, le rôle de l'avocat dans la conciliation, j'ai l'habitude de terminer en disant « Bravo, c'est un bon accord ». Là, on sort un peu de la neutralité. Pourquoi ? Parce qu'ils vont revenir chez eux, et là, je reviens sur l'idée de la performance, en se disant « Mais j'aurais jamais dû signer ».
Parce qu'il y a une espèce d'hubris de l'accord. Une fois qu'on a atteint un accord, on est content. Il y a une espèce de joie d'avoir dépassé le litige. Puis quand on rentre chez soi, c'est un peu comme quand on passe un examen. J'aurais dû dire ça et j'aurais dû dire ça. C'est la même chose. Donc, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est-à-dire que le juge conciliateur, et les médiateurs le font aussi, je pense, leur dit à un moment donné, vous allez tous y perdre quelque chose. Mais vous allez aussi y gagner la paix. Effectivement, le fait que ce sera derrière vous. Pour les entreprises, très important, vous pourrez continuer à travailler. On va arrêter ces conflits entre actionnaires qui... Vous risquez la faillite, par exemple. Hein, ça, on leur dit souvent. Bon. Mais pour revenir sur la performance et sur ce que vous disiez, ce qu'on a intérêt à y rentrer, le rôle du juge conciliateur et du médiateur est de précisément expliquer à chacun, sans leur mentir, ce qu'ils vont y gagner et ce qu'ils vont y perdre. Ce qu'ils vont y perdre, c'est leur ego. C'est-à-dire, c'est l'ego, j'ai gagné, je suis le plus beau, je suis le plus fort et je suis le plus malin. Ça, on leur dit, ça. Personne ne sera gagnant. Ça m'est arrivé de le dire dans des litiges, notamment. C'est très vrai au tribunal de l'entreprise. Vous avez des administrateurs délégués de sociétés plus importantes. Et c'est surtout vrai dans les litiges entre actionnaires. Hein. Ils sont beaux, grands, forts, intelligents. Et c'est eux qui ont créé la boîte. Et son associé n'est jamais qu'arrivé après, etc. On connaît tout ça. Je vois Philippe Van Rose qui sourit, mais on connaît ça. Et il faut leur expliquer, oui, vous êtes tous des gens formidables. Donc là, on les flatte un peu. Vous êtes évidemment des gens formidables. Mais vous allez y perdre quelque chose. Personne ne sortira vraiment gagnant, mais vous pourrez dire, en jouant au golf, que vous êtes sorti par le haut du litige. Ça marche. Vous voyez, c'est plus subtil comme processus psychologique que dire il y a un gagnant et un perdant. Et finalement, ça marche, hein, parce que je me rends compte que les gens, une fois qu'on leur explique bien, rationalisent, se disent mais j'ai un intérêt à sortir de ce conflit. Voilà. Et c'est pas toujours, et je termine par là, une question d'argent. Hein. Il y a très souvent des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus... il ne m'a pas reconnu. Moi, j'ai eu une conciliation et c'était très intense. Où à un moment donné, les avocats sont sortis parce que les parties voulaient se parler à deux. Moi, je suis resté et à un moment donné, les parties se sont prises dans les bras. C'était dans une très, très grosse entreprise. Hein, et se sont mis à pleurer. Je l'ai laissé faire, évidemment. Hein. Parce qu'en fait, il y avait des litiges d'argent là derrière, très importants, mais fondamentalement, il y avait autre chose derrière. C'est mon entreprise, c'est moi qui ai développé le concept miracle, etc. Et donc, on peut avoir ce genre de choses. Et le rôle du juge est de laisser faire et d'accompagner. Je voudrais encore compléter pour deux aspects qui me semblent très importants dans les phénomènes auxquels on assiste aujourd'hui, le développement de la conciliation. C'est tout d'abord qu'un des moteurs des modes alternatifs, c'est certainement la sincérité. Donc, nous, comme avocats, nous sommes parfois trompés par notre client. Par exemple, nous pouvons avoir un client qui nous dit « je n'ai pas payé, mais c'est parce que la livraison n'est pas conforme. Hein, vous regardez, maître, j'avais demandé telle spécificité, je ne l'ai pas obtenue, etc. » Quelque part, bon, on pose des questions, mais on croit cela. Donc, on fonce dans un procès ou dans un début de procès qui est basé là-dessus. Et je crois que si le juge conciliateur est un peu habile et qui dit « oui, mais enfin, cette conformité-là, vous êtes sûr, là, c'est vraiment pour ça ?» Parce que c'est quand même, hein, ça ne concerne que 2% de la commande. Qu'est-ce que c'est ça? Il découvre assez vite, en réalité, on ne peut pas payer pour l'instant, on a un problème de trésorerie. Et donc, oui, mais quand ceci est dit, hein, je caricature, hein, mais quand ceci est dit, vous avez réglé le problème. Hein, bon, on va voir alors si on peut trouver des délais de paiement. Mais le problème est ailleurs que là où on l'a dit. Et donc, cette sincérité, elle est au cœur aussi de la médiation. Quand on a, à un moment donné, dit, écoute, le problème, c'est que je t'en veux parce que tu es parti avec ma femme, mais en fait, c'est pas du tout parce que tu n'as pas performé l'année dernière, mais en réalité, c'est pour ça. Ah bon, d'accord, ok, on a trouvé le problème, c'est un conflit entre des personnes. Donc, c'est cette sincérité qui est importante. Alors, je voulais aussi dire une deuxième chose, c'est à propos du rôle du juge dans la conciliation qui est organisée par les tribunaux. En réalité, j'ai l'impression, je parle ici plus pour moi, évidemment, je ne peux pas parler pour la généralité des avocats, mais les avocats sont heureux quand le juge parle. Nous avons connu une époque où le juge ne parlait pas.
Le juge était assez inodore, insolent, vraiment, oui, vraiment. Inodore, incolore, insipide. Incolore, etc. Enfin, je crois, hein. Oui, c'est tout à fait ça. Hein. Et donc, d'ailleurs, il y a quelques survivants de cela. On a parfois du mal de connaître le nom du juge devant lequel on plaide. Les juges ne disent pas leur nom. Il faut demander à la greffière, c'est qui ils ne disent pas leur nom. Il y a des juges anonymes comme ça. Mais ce qui correspond à une posture, évidemment. Je crois une posture d'impartialité, etc. Et bon, après tout, parce qu'on a besoin de connaître le nom, on n'est pas aux États-Unis où on plaide devant le juge machin, etc. Donc, et d'ailleurs, j'en ai déjà vu dire votre honneur. Oui, on a une influence anglo-saxonne. Enfin donc, mais on est content lorsque le juge parle, que ce soit dans un débat interactif, si on plaide, le juge a aujourd'hui le pouvoir de poser des questions et de plus en plus ça arrive et c'est bienvenu. Parce que souvent, je parlais de sincérité, il faut reconnaître que la plaidoirie, le procès, ça consiste parfois, de manière traditionnelle, à parler de tout sauf du problème. Hein. Donc en réalité, on va faire une très très belle plaidoirie, on va plaider comme un dieu, mais en fait, on n'a pas parlé du problème qui est que l'article 2 exclut cette action. Et le juge, à un moment donné, surtout s'il a préparé, il a dit « Oui, d'accord, maître, c'est très très bien, j'ai bien compris votre histoire, vous parlez depuis une demi-heure, vous parlez fort bien. » Mais l'article 2, hein, vous allez quand même en parler, l'article 2. Et ça, c'est quelque chose qui en fait plaisir, parce que bon, bah oui, c'est de ça qu'il faut parler. À la limite, on pourrait même prier pour qu'un jour, on ne plaide que sur l'article 2, parce que finalement, c'est le seul truc qui est important. Et dans la conciliation, le juge retrouve la parole. Le juge parle, on l'a entendu ici, dans le témoignage du président d'ailleurs, le juge parle et il peut le dire à ce moment-là. Écoutez, j'ai vu un dossier, l'article 2. Hein, et ça, alors, à ce moment-là, le débat peut vraiment commencer. Mais moi, j'avais une question peut-être pour le magistrat, parce qu'en préparant le débat, vous vouliez mettre en exergue le fait que ces modes de résolution permettent aussi de redonner une place au justiciable, puisqu'il est acteur, il est plus impliqué. Alors, absolument, c'est-à-dire que c'est vrai dans la médiation, mais également dans la conciliation. Comme le juge n'est pas récusable d'ailleurs quand il est juge conciliateur, puisqu'il ne va pas trancher litige, il va produire de la solution, mais il ne va pas produire du droit, pour le dire comme ça. C'est le justiciable qui va amener les éléments de la solution. Il va les produire. C'est encore plus vrai dans la médiation que dans la conciliation, mais il doit lui-même, à un moment donné, avec l'aide du magistrat, qui va en aparté pointer telle difficulté concrète, l'évaluer avec le risque de sa procédure, etc. Mais il va devoir produire la solution qui lui convient. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai qu'en conciliation, les décisions sont rédigées sur les bancs par les avocats avec leurs clients. C'est parfois très amusant parce qu'ils écrivent ça à deux. Ça, c'est assez émouvant. Hein, parfois, ils grattent la solution à deux. C'est parfois très amusant. Ils se sont disputés comme des chiens pendant 2 ans. Hein. Et puis, au bout d'1 heure et demie de conciliation, ils rédigent. C'est très mignon, parce que moi j'ai vu des choses. Oui, on va plutôt mettre tel mot, ce sera plus facile, ce sera plus compréhensible. C'est mignon parce qu'en fait, c'est une décision qui les concerne eux. Mais ils produisent, c'est eux, ils reprennent la parole. Ils reprennent la parole pendant l'audience. C'est leur litige. Et d'ailleurs, la déontologie du juge conciliateur est de bien rappeler que c'est votre solution. Nous, on est des facilitateurs. On ne va pas vous imposer une solution. On pourrait parler, mais ça nous mènerait trop loin, du cas où la solution serait contraire à l'ordre public. Là, le magistrat doit attirer l'attention des parties qu'il y a un problème. Mais dans 99% des cas, le juge va simplement aider les parties à s'exprimer, à reprendre la maîtrise. C'est une chose qu'on observe aussi en politique. Hein. Je veux dire, les gens demandent de plus en plus d'être participatifs de la démocratie. Et finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus démocratique que l'application de la loi? Et qu'est-ce qu'il y a de plus démocratique que l'expression par la résolution d'un conflit de l'application de la loi. Et c'est en ça que, dans la conciliation, il devient pleinement citoyen, puisqu'il est lui-même l'acteur de sa propre solution et donc de sa propre justice. Voilà. Si vous voulez, je peux en prendre 2. Catherine Delforge, peut-être, je ne sais pas si vous voulez réagir ou compléter vos propos. Hein. Je ne peux qu'appuyer. J'aurais dit la même chose, moins bien, mais j'aurais dit la même chose. Donc, oui, effectivement, il y a ce centrage sur le justiciable. Ça pose des vraies questions aussi. C'est ça aussi, le changement de culture et l'évolution qui se dessine. C'est l'importance qui est accordée au justiciable. Et
et le regarder comme étant capable de pouvoir arriver à une solution à partir des intérêts privés. Donc il y a quand même une évolution. Alors ça pose quand même aussi des questions théoriques. Ça pose des questions théoriques, notamment sur la place du droit. Moi, je suis juriste, nous sommes tous juristes ici. Quelle est la place du droit dans les modes amiables? Alors, on a parlé tout à l'heure de l'ordre public, donc des intérêts impérieux de la société, de la collectivité, de l'État. C'est une vraie question. J'ai pas de réponse. C'est vraiment une question sur laquelle j'aimerais réfléchir, parce que c'est vrai qu'on présente souvent les modes amiables comme étant une négociation entre les parties, qui est plus donc sur les personnes, sur les solutions, alors qu'elles peuvent dégager par elles-mêmes. Est-ce que toujours les citoyens sont effectivement, les justiciables sont effectivement pleinement informés de leurs droits? Alors, il y a des situations différentes. Quelle est la place du juge, effectivement, parce que le juge, c'est quand même l'image de la légalité, de l'État, et donc, est-ce que son contrôle se limite à l'ordre public? Alors, les questions se posent aussi parce que quand on va en médiation, par exemple, si on fait une médiation avec un médiateur tiers, eh bien, on peut ensuite faire homologuer l'accord, le soumettre à l'homologation, c'est-à-dire entériner d'une certaine manière, et le juge a un pouvoir très limité puisqu'il ne peut refuser l'accord que s'il y a atteinte à l'ordre public ou aux intérêts de l'enfant en matière familiale. C'est un contrôle extrêmement limité, donc c'est aussi une grande responsabilité que l'on donne aux parties et une primauté que l'on donne aux solutions particulières, à la création des obligations par les justiciables pour eux-mêmes. Enfin, je veux dire, il y a des évolutions importantes, mais un peu l'impression que pendant la négociation, en fait, le droit est souvent là avant, au moment de soumettre les demandes, est un peu tenu en suspens pendant la négociation et puis reprend son emprise. Et voilà, je pense que ça pose des questions sur la place du droit et sur la place du juge. Voilà. Oui, il faut savoir que, enfin, vous savez tous ça, que le droit, et le droit tel qu'il est appliqué par les juges, s'ils font ça de manière froide, est dépourvu de créativité, ou pourrait être dépourvu de créativité, et pourrait également être dépourvu de cœur. Donc, c'est la différence. En fait, le mode alternatif va permettre d'être plus créatif et d'avoir plus de cœur, parce qu'il y a des décisions qui sont quand même tristes. Imaginez tout un parcours qui va jusqu'à un arrêt de la Cour de cassation, un renvoi, etc., une procédure qui dure 15 ans. On se demande il y a peu de statistiques pour savoir à quoi ça a vraiment servi. Parce que ça a peut-être débouché sur la faillite de l'entrepreneur, les gens sont morts. Donc, il y a des procédures qui sont merveilleuses, des arrêts qui sont commentés dans des belles revues, qui sont des décisions de principe, mais qui n'ont servi à rien. Donc, c'est triste, mais c'est comme ça. Et donc, le juge doit normalement interpréter la loi et l'appliquer aux faits. Mais c'est vrai qu'une décision froide, trop rigide, crée un déficit de créativité et de cœur. Donc, pour retrouver ça, il faut trouver autre chose et il faut aller dans une autre direction. Je lisais ce matin le Moniteur qui publie un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a été dans le sens de la jurisprudence Code de nationalité, qui a dit que lorsqu'une personne était analphabète ou ne pouvait pas s'exprimer dans une langue, par écrit par exemple, on devait passer outre. Je me suis dit, mettons les pieds, pourquoi est-ce qu'il a fallu aller devant la Cour constitutionnelle pour dire ça? Il est évident qu'un juge raisonnable, auquel on aurait demandé d'appliquer cela, il aurait dit, évidemment, la règle ne s'applique pas pour une personne qui est analphabète. On ne va pas lui demander d'écrire en français ou dans une langue nationale si elle n'en est pas capable, mais si elle est parfaitement intégrée par ailleurs, etc. Et ça, on est peut-être arrivé à un moment extrêmement rigide où on doit absolument expliquer aux gens que, par exemple, être pour l'avortement, c'est pas être obligé de s'avorter. C'est simplement dire qu'on ne va pas pénaliser la personne qui a pris la décision de s'avorter. Ah, d'accord. Et donc, ces nuances, les nuances ne sont pas nécessairement du côté des décisions judiciaires et surtout des commentaires que la presse en fait. Tiens, je vous touche quand même un petit peu là. Mais parce que c'est vrai que... Je ne sens pas la représentante de la presse. Non. Mais d'ailleurs, le reproche n'en est pas un. Je crois qu'il faut
bien rendre compte des décisions. Et puis parfois le droit a évolué. Pour prendre il est clair que la place de la victime, c'est à l'affaire Dutroux qu'on le doit, donc on devrait remercier ce monsieur. Donc c'est clair. Donc, mais voilà un petit peu quelques réflexions complémentaires. On va peut-être songer une reconnaissance d'une certaine manière, mais peut-être pas le remercier, mais j'entends. Voilà. Je prendrai note pour un article. Voilà. On a compris. Ça fera un très beau titre. Paul Dayer, vous avez le micro. Peut-être, comme ça, on permettra à la salle de poser quelques questions. Vous êtes le premier à qui je vais demander de peut-être conclure en essayant de répondre, ne serait-ce qu'un peu à cette question qui a été posée. Donc, pour moi, la conciliation en particulier, la médiation sont non pas le signe d'une défaillance de l'État, et encore moins de sa justice, mais au contraire, le signe d'une nouvelle vigueur, d'une nouvelle force. Puisque par définition, les résultats sont là. On a dédoublé cette année les chambres de règlement amiable. Je vous dis tout de suite que si on continue comme ça, on a dédoublé en supprimant des chambres de plaidoirie. Et mon but est d'en supprimer encore une autre. Donc ça veut dire qu'en réalité, il y a une demande, pour parler un peu marché, mais qu'est-ce que vous voulez, je suis président d'un tribunal de l'entreprise, on ne peut pas totalement nous le reprocher de parler en termes de marché, d'offres et de demandes. Et donc, s'il y a une offre et une demande, si le taux de réussite, parce qu'on n'en parle pas, quand les gens viennent, et ils viennent de plus en plus, quand ils viennent, le taux de réussite est colossal. Okay, ça veut dire rien que le fait de faire la démarche est important. Donc c'est une nouvelle vie, un nouveau rôle du juge. Et pour terminer, et ça me permettra de répondre à la question, quelle est la place du droit? Est-ce que c'est la mort du droit et la mort de l'État? Non. J'ai osé écrire un jour dans une préface que pour moi, le contentieux devrait un jour être réservé aux affaires, à deux types d'affaires. Les affaires qui, par nature, sont inconciliables en raison de leurs enjeux, notamment, et ça c'est un tabou, les affaires dans lesquelles la règle de droit n'est pas encore fixée, puisqu'il y a un tabou en droit civil. Les anglo-saxons ont déjà réglé ce problème. Évidemment que le juge produit du droit. On nous apprend à longueur de journée à l'université que c'est pas vrai, etc. Mais c'est pas ça, c'est un mensonge. Le juge produit du droit. Évidemment qu'il produit du droit. Et donc, il faut réserver le contentieux, et ça va lorsqu'on doit encore produire la règle, c'est-à-dire l'imaginer, l'affiner, l'interpréter. Et plus le législateur sera abscon, plus on produira du droit. Donc ça restera. Mais justement, la conciliation permet effectivement de gérer tout ce qui ne nécessite pas de production juridique. Et donc c'est au contraire le signe d'une nouvelle vigueur de la justice. Et je termine en disant que le succès à la Cour d'appel, dans tous les tribunaux de l'entreprise, mais le démontre, heureusement que ces modes sont là, sinon je pense qu'on aurait eu là pour le coup un problème d'efficacité et de confiance de la justice. En ce qui concerne les avocats, mais je répète que nous avons le besoin d'une institution judiciaire qui fonctionne, et j'espère que s'il y a une multiplication de chambres qui font des règlements amiables, il y aura toujours un maintien de l'offre d'une justice traditionnelle. Il faut absolument la maintenir, il faut que les justiciables aient la possibilité d'avoir ces jugements. Il y a une question que nous n'avons pas abordée, mais que peut-être la salle abordera, c'est que tout ça s'imbrique évidemment dans un courant où l'état de droit est menacé. Il est menacé, et les menaces de l'état de droit apparaissent dans un conflit de pouvoir entre les pouvoirs, l'exécutif et le judiciaire, notamment parce que le judiciaire, à un moment donné, a voulu mettre l'exécutif devant ses responsabilités et appliquer des règles de droit, par exemple en matière d'astreinte, pour obliger l'exécutif à respecter des règles de droit. Il est certain qu'il y a là un couac actuel qui n'est pas propre à la Belgique, qui est partagé, mais qui est dangereux, parce qu'il est clair que lorsque, on en reparlera si vous voulez, mais vous savez que les astreintes, c'est une condamnation à une peine pour exécuter, qui menace, qui accroît votre dette si jamais, enfin, ou vos obligations si vous n'exécutez pas une décision judiciaire, par exemple. Si vous dites, comment dire à un client, vous devez payer les astreintes et respecter ces astreintes qui courent tous les jours, alors que le client vous dira, mais vous savez, pour les avions, j'ai entendu que l'État, j'ai entendu que pour le problème des
voilà, des demandeurs d'asile, bien l'État ne respecte pas les décisions non plus. Il doit des sommes astronomiques. Mais il est clair que ça ne va pas. Qu'on trouve une solution, quelle qu'elle soit. Hein. Mais ces problèmes-là, liés à l'arriéré judiciaire de certaines juridictions, font évidemment qu'il y ait un déficit d'opinion à propos de l'institution judiciaire, un manque de confiance. Et alors peut-être que si ça peut avoir un effet, dire aux personnes, vous savez, en plus vous avez des modes alternatifs de règlement des conflits, tant mieux. Mais ce n'est pas le but. Et je crois que ça c'est quelque chose qui me frappe, en tout cas qui frappe sans doute également les autres intervenants. Le but de ces modes alternatifs, c'est de rendre service, ce n'est pas de décharger l'institution judiciaire. Au contraire, ça s'imbrique dans l'institution judiciaire, peut-être par un mécanisme en devenir, comme Mme Delforge l'a dit. Vous aussi, peut-être un mot pour conclure avant. On va faire une conclusion consensuelle. Donc, c'est très bien aussi. Hein. Mais je pense qu'on a la chance d'avoir différentes voies de justice. On a, je le disais tout à l'heure, une justice plurielle avec différentes voies. Ce qui devient important, c'est de trouver la voie adaptée à une situation, enfin aux situations conflictuelles qui sont soumises. Et donc voilà, je pense que qui a expérimenté l'amiable, que ce soit comme partie, que ce soit comme conseil, que ce soit comme magistrat, comme tiers facilitateur, on va dire, je pense que voilà, on ne peut que se dire qu'il y a quand même quelque chose de magique quelquefois. Enfin, il y a des moments de magie qui se passent. Et effectivement, ça ne vise pas uniquement les conflits, les séparations, les conflits familiaux. Effectivement, entre entreprises, j'ai eu la même expérience quand j'étais au barreau. Voilà, il y a quelque chose que l'on doit aussi aux compétences et à l'expertise de tous ces tiers facilitateurs, qu'ils soient avocats en droit collaboratif, médiateurs, juges conciliateurs. Voilà. Merci Catherine Delforge, merci Michel Forge, merci Paul Daillard pour vos interpellations, pour vos réponses. Très bien, je pense que vous avez été très complet. Merci à vous trois pour toutes les réponses, merci à toute la salle. Je crois que non.